du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Je donne à présent la parole à son Excellence Monsieur Peter Mohand Mehiprieris, chef de la délégation du Sri Lanka. Mr. President. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, Mesdames et Messieurs, le Sri Lanka félicite son Excellence Philémon Yang du Cameroun à l'occasion de son élection en tant que président de la 79e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Monsieur le Président, dans le contexte des crises mondiales, des reculs et des transformations de notre monde, les aspirations de l'Assemblée générale cette année, des aspirations d'un avenir mondial meilleur, retrouvent un écho au sein du peuple sri-lankais. Le 23 septembre, après un processus électoral transparent et pacifique, et après une transition digne dans le droit fil de nos décennies de pratiques démocratiques, son Excellence, le président Anura Kumara Dissanayake, a prêté serment en tant que 9e président du Sri Lanka. Le peuple sri-lankais lui a confié le mandat de donner corps aux aspirations de notre peuple et d'établir les bases durables de notre peuple, de notre avenir pour les générations futures. Son Excellence le président Dissanayake a exposé à la nation sa détermination à établir un Sri Lanka uni et une culture politique, éthique transformée. Une culture politique se faisant l'écho des souhaits de notre peuple. La trajectoire future de notre peuple combine l'établissement de la nation, basé sur la confiance du public dans la gouvernance, dans le système politique grâce à la redevabilité, à l'intégrité et à l'élimination du gaspillage et de la corruption. Comme l'a dit son Excellence le président Anura Kumara Dissanayake, et je le cite, « Nous sommes en train de porter une nation sri-lankaise unifiée qui respecte la diversité et qui met fin à une ère de fracture définie par la race, la religion, la caste ou la classe. » Fin de citation. Pour parvenir à ces objectifs, le gouvernement s'est rendu compte qu'il était crucial de renforcer la stabilité et la confiance en l'économie, tout en stimulant la croissance. Le gouvernement s'engagera à parvenir à la stabilité macroéconomique en utilisant le cadre des institutions financières internationales et en négociant avec des parties prenantes externes, privées ou souveraines. Le gouvernement est très conscient des souffrances dont le peuple était la victime lors de la transition économique. Des mesures seront donc mises en place pour générer davantage de ressources, pour renforcer les dépenses publiques, aider notre peuple à augmenter son niveau de vie dans l'équité et la justice, tout en renforçant les aides sociales. Le vote en faveur du changement récent du peuple sri-lankais nous donne une chance en or et nous sommes déterminés à réussir, notamment grâce au soutien de nos amis de la communauté internationale. Monsieur le Président, en dépit du consensus sur le pacte pour l'avenir, l'Assemblée générale des Nations unies cette année a lieu alors que les crises mondiales sont profondes, et ce, sur plusieurs fronts. Au Moyen-Orient, nous nous approchons d'une conflagration régionale plus généralisée
et nous nous en rapprochons encore davantage par rapport à la semaine dernière, et les souffrances humanitaires à Gaza se détériorent jour après jour. Désormais, les ODD nous semblent inatteignables et nous sommes bien loin du but des objectifs climatiques de Paris, limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Les grandes réalités entre grandes puissances et les tensions géopolitiques sont renées de leurs cendres, se sont embrasées et de nouvelles fractures apparaissent entre le nord et le sud. Le racisme, l'intolérance, la discrimination, la xénophobie contre les migrants et migrantes gagnent du terrain. Les théâtres de conflits et de tensions se sont étendus aux mers, aux océans, à la terre. La transformation du numérique s'accompagne d'un terreau fertile à la prolifération de la désinformation et des discours de haine qui pourraient se muer en violence. Monsieur le Président, les effets persistants de la pandémie ont eu un effet ricochet sur la totalité de l'économie mondiale, créant des insécurités économiques profondes, menaçant le libre-échange et menant à l'apparition d'obstacles protectionnistes. Les dépenses en armement sont plus élevées que jamais par le passé et, malheureusement, parler de l'utilisation des armes nucléaires fait désormais partie du discours public. De nouveaux secteurs sont arsenalisés, notamment l'espace extra-atmosphérique et le cyberespace, alors que l'utilisation de l'intelligence artificielle représente un défi pour le droit humanitaire international sur les terrains de bataille. Excellence. Aujourd'hui, un grand nombre de pays en développement, notamment mon pays, se heurtent à une crise de la dette sans précédent. Ce surendettement nous empêche d'investir dans le développement durable et nous ne sommes pas en mesure d'honorer nos obligations financières tout en investissant dans le même temps dans l'avenir et le bien-être de nos peuples. Les défis de financement demeurent au cœur de la crise du développement durable, personne ne le nie. S'agissant du rapport 2024 sur le financement du développement durable, nous nous sommes rendus compte que le déficit en matière de financement des ODD se situe entre 2500 et 4000 milliards de dollars, un chiffre impressionnant. Monsieur le Président, à la lumière de ces défis titanesques, la nécessité de réformer en profondeur l'architecture financière mondiale n'a jamais été plus urgente. Le cadre de règlement et de remboursement de la dette au niveau international n'arrive pas à riposter de façon adéquate et efficace face aux défis contemporains. Le contexte mondial a beaucoup changé et la dette mondiale, et surtout la dette des économies en développement, sont surtout contrôlées par des marchés des obligations internationales et des créanciers n'appartenant pas au Club de Paris. Il est donc grand temps de revoir les piliers traditionnels de l'architecture de la dette. Nous devons réformer ce système afin qu'il représente mieux le nouveau paysage économique. Et par conséquent, il est nécessaire de parvenir à une meilleure façon de régler la question de la dette, une façon plus globale, équitable et efficace. Monsieur le Président, d'autres institutions de la gouvernance mondiale reflètent le monde du siècle dernier et par conséquent doivent être réformées pour être en mesure de prendre à bras le corps les défis d'aujourd'hui et de demain. Le Conseil de sécurité doit être élargi pour être plus représentatif de la diversité au niveau mondial et pour que la prise de décision soit plus représentative. Dans le même ordre d'idées, l'Assemblée générale des Nations unies, l'organe le plus représentatif des Nations unies, où toutes les nations sont sur un pied d'égalité, doit être renforcé et doit jouer un rôle revitalisé. Monsieur le Président, l'engagement du Sri Lanka en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationale n'a jamais vacillé. Nous savons que le maintien de la paix est un des outils les plus efficaces à l'ONU pour aider les États membres à gérer la phase difficile de transition du conflit à la paix. Le Sri Lanka
contribue aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans certaines des zones de déploiement les plus hostiles et les plus exigeantes. Plus de 23 000 hommes et femmes du Sri Lanka et des forces armées et de la police sri-lankaise contribuent au maintien de la paix et de la sécurité internationale sous la bannière onusienne depuis plus de 60 ans. Et elles ont été saluées pour leur service impeccable. Monsieur le Président, au-delà de la reprise économique, une menace existentielle plus grande encore nous menace. La crise climatique et le besoin impérieux d'une transition énergétique juste. Notre trajectoire de développement n'a pas contribué à la dégradation climatique, mais malgré ça, le Sri Lanka a pris des mesures concrètes pour rectifier le tir. Nous augmenterons le couvert forestier de notre nation et augmenterons la partie énergie renouvelable de notre bouquet énergétique. Il est temps que les pays développés s'acquittent de leurs obligations et assument leurs responsabilités justifiées dans le cadre du principe de responsabilité commune mais différenciée. Nous avons besoin de leur soutien en matière d'atténuation et d'adaptation, et nous avons aussi besoin de leurs efforts en matière de compensation pour les pertes et préjudices. Sans un effort international concerté pour combler le déficit de financement climatique, les effets des changements climatiques se feront surtout ressentir auprès de ceux qui ont le moins contribué à la crise. Le Sri Lanka est très engagé à éliminer progressivement le charbon à l'horizon 2040 et à parvenir aux émissions carbone zéro à l'horizon 2050. Notre pays est vulnérable au phénomène climatique et le Sri Lanka a donc été le chantre de l'opérationnalisation du fonds pertes et préjudices et nous appelons à davantage de justice climatique. Il faut absolument revoir à la hausse le financement climatique, surtout pour les nations en développement vulnérables comme le Sri Lanka. Monsieur le Président, le Sri Lanka est un pays insulaire et deux grandes questions abordées lors de la semaine de haut niveau nous importent particulièrement. L'élévation du niveau des mers est une réalité imminente qui a des effets sur des millions de personnes. Le Sri Lanka a pris des mesures d'atténuation au plan national, notamment dans le cadre du plan d'adaptation national face au changement climatique. Mais c'est uniquement grâce à une action internationale concertée que des solutions pourront être mises en œuvre pour ralentir le réchauffement mondial causant l'élévation du niveau des mers. Le Sri Lanka a été à l'initiative d'une résolution de l'Assemblée générale sur la journée mondiale des abeilles marines le 1er mars afin que la communauté internationale prête son attention à un aspect modeste mais significatif de l'importance universelle de la lutte contre le changement climatique. Le Sri Lanka a aussi été salué pour sa contribution à un programme de régénération des mangroves dans le cadre du programme phare de restauration mondiale 2024 des Nations Unies, et ce dans le cadre de la décennie des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes. Monsieur le Président, la résistance aux antimicrobiens est désormais une problématique sanitaire publique mondiale. La résistance aux bactéries est liée à environ 5 millions de décès tous les ans. Et le phénomène, s'il n'est pas réglé, pourrait échapper à tout contrôle et devenir un problème mondial avec une espérance de vie qui déclinerait partout dans le monde. Grâce au fonds d'affectation multipartite sur la résistance antimicrobienne, nous devons mobiliser 100 millions de dollars américains pour que 60% des pays puissent avoir des plans d'action financés à l'horizon 2030. Toutefois, la coopération internationale, Monsieur le Président, et le financement durable doivent être revus à la hausse pour atteindre cet objectif. Monsieur le Président, alors que nous cherchons des solutions aux défis mondiaux, nous nous devons d'exploiter au mieux la puissance de la technologie et de l'innovation. La technologie numérique et l'intelligence artificielle s'accompagnent de possibilités sans précédent d'accélération du développement durable. Le Sri Lanka souhaite parvenir à une croissance durable grâce à l'innovation et voit la transformation numérique équitable
sous le prisme de la création d'une infrastructure publique numérique accessible. Dans le même temps, nous appelons à davantage d'assistance technique, un renforcement des capacités pour combler la fracture numérique mondiale et pour que tous les pays aient la possibilité d'utiliser ces outils pour le bien de leur peuple. Monsieur le Président, le thème de l'Assemblée générale cette année nous appelle à ne laisser personne de côté, à agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Les jeunes représentent 38% de la population totale du Sri Lanka. Les jeunes sont la ressource la plus capable, la plus dynamique, qui est en mesure de contribuer à notre développement futur. Le Sri Lanka est en faveur d'une participation accrue de la jeunesse à la prise de décision. Après tout, la déclaration sur les générations futures leur appartient aux jeunes. Dans le même temps, le nouveau Sri Lanka respectera les aspirations d'une société juste avec davantage d'autonomisation pour les femmes qui représentent jusqu'à 52% de notre population. Monsieur le Président, alors que nous portons notre regard sur l'avenir, nous devons aussi rétablir une des plus grandes injustices dont l'Assemblée a hérité de son passé. Le Sri Lanka a répété ses préoccupations quant à la situation humanitaire terrible dans les territoires palestiniens occupés. Nous réaffirmons notre soutien en faveur de la reconnaissance du droit inaliénable et légitime du peuple palestinien à un État et nous nous rallions à l'appel en faveur d'une solution à deux États fondée sur les frontières de 1967 conformément aux dispositions de toutes les résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Notre pays, Monsieur le Président, a bien connu les souffrances du terrorisme séparatiste pendant des décennies et dès lors nous condamnons tout attentat terroriste au Moyen-Orient et où que ce soit d'ailleurs. Le Sri Lanka appelle à une levée complète et sans condition de toutes les mesures coercitives unilatérales dont certains pays sont la cible puisque ces mesures empêchent le libre-échange, paralysent le droit au développement et ont des conséquences humanitaires non intentionnelles. Monsieur le Président, notre pays est une île et nous sommes préoccupés par les aspects géopolitiques et environnementaux liés aux océans. Nous voulons que les mers et océans soient exempts de rivalités, de conflits, de pollution. Et nous voulons être capables de gérer de façon durable nos ressources maritimes. L'UNCLOS est cohésive, universelle et nous donne la main dans l'élaboration des systèmes maritimes internationaux. Le Sri Lanka demeure très attaché à l'équilibre et à la collaboration figurant dans le traité permettant la liberté de navigation et l'utilisation durable des océans tout en respectant la souveraineté des États côtiers. Monsieur le Président, nous devons nous rendre compte qu'à défis mondiaux, solutions mondiales. Dans notre monde interconnecté, aucun pays seul ne peut régler ces pays de façon isolée. Nous devons renforcer nos institutions internationales, renforcer le partage de connaissances, permettre davantage de relations plus solides. Nous devons travailler à l'unisson de façon équitable tout en nous assurant que tout le monde est entendu et que toutes les voix sont entendues dans l'établissement de notre avenir partagé. Il est encourageant de voir que certains pays en développement semblent être en passe de devenir les économies de pointe de demain. Nous devons permettre davantage de coopération sud-sud pour ensuite générer davantage de croissance économique, de progrès social et de développement durable. Cela étant dit, nous le répétons, la coopération sud-sud ne remplace pas les responsabilités du Nord telles que présentées dans le programme d'action d'Addis Abeba et dans l'accord de Paris. Monsieur le Président, en guise de conclusion, le Sri Lanka entame une quête d'unité nationale. Nous entamons une quête de gouvernance éthique, de reprise économique, de croissance, dans la justice, l'équité, sous une nouvelle présidence. Et, dans cette quête, nous réaffirmons notre attachement à la coopération multilatérale. Pour parvenir à la paix, à la prospérité et à la durabilité, nous devons utiliser au mieux la force de la solidarité internationale, chers amis, pour relever les défis interconnectés qui se dressent devant nous, ainsi que pour réfléchir à des solutions durables, adaptées aux générations de demain. Je vous remercie, Monsieur le Président.
chef de la délégation du Sri Lanka,